Tu ne pouvais pas te payer une robe noire décente? La voix stridente de Jasmine a tranché le silence de mort du cimetière. Elle portait une robe de créateur en soie noire. Ses ongles, peints d'un rouge sang, pointaient directement les rubans épinglés sur la poitrine de mon uniforme de cérémonie du corps des marines. « Détends-toi, Sophie » a-t-elle ricané. « Tu n'es pas dans une zone de combat. Je sais que tu cherches désespérément l'attention, mais ce sont les funérailles de papa. N'en fais pas un cirque. » Derrière elle, une meute de parents a étouffé des rires. Là, au bord de la tombe de mon propre père, j'étais complètement isolé. Il n'avait aucune idée. Quelques heures seulement avant de prendre ce vol, je drapais la bannière étoilée sur les cercueils de 2 jeunes marines sous mon commandement. Je m'étais mordu l'intérieur de la joue à sang pour ne pas m'effondrer devant mes hommes décédés. Maintenant, les personnes qui partageaient mon sang me traitaient comme une moins que rien. Mais avant de vous dire exactement comment cet uniforme bon marché est devenu la sentence de mort qui a enterré toute la carrière de mon arrogant beau-frère, appuyez sur j'aime et abonnez-vous, car le feu de l'enfer qui s'est déchaîné après cela, personne ne l'a vu venir. Les rires se sont tus, avalés par le bruit sourd et rythmé de la terre humide frappant le couvercle en bois du cercueil. Boum. Boum. Des mottes de boue noire éclaboussant l'acajou poli. Je suis resté là, figé. Pas un seul muscle de ma mâchoire n'a tressailli. Mes yeux suivaient les fossoyeurs, évaluant leurs mouvements par pure habitude. Jasmine n'a même pas attendu que le trou soit comblé. Elle a pivoté sur ses talons aiguilles et s'est éloignée. Le reste du troupeau a suivi son exemple instantanément. Des chaussures de créateurs crissant sur le gravier. Une parade de faux chagrins se dirigeant vers le vin importé qui attendait à la maison. Ils m'ont laissé seul au bord d'un trou de 2 mètres. J'ai baissé les yeux. J'ai épousseté une particule de poussière de la bande rouge sang qui courait le long de la jambe de mon pantalon. Le tissu était impeccable, parfaitement aligné. J'ai exécuté un demi-tour précis, mon talon en cuir claquant contre le pavé, et j'ai marché vers le parking. Je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. La voiture de location était un SUV Ford cabossé. Elle sentait la fumée de cigarette rance et le désodorisant au pain bon marché. J'ai saisi la poignée de porte rouillée. Avant que je puisse l'ouvrir, un bourdonnement sec a vibré contre mes côtes. BZZZ. Mon téléphone, rangé dans ma poche de poitrine. Je l'ai sorti. L'écran était fissuré dans le coin supérieur droit. Un SMS de ma mère. Quand tu arriveras au manoir pour la réception, trouve un coin tranquille où te tenir. Ethan a des partenaires importants qui viennent. N'embarrasse pas ta sœur. Je fixais les pixels lumineux. L'éblouissement du soleil de midi me brûlait la nuque. Pas un seul mot pour demander si mon vol s'était bien passé. Pas un seul mot sur l'homme que nous venions de mettre en terre. Juste un ordre. Reste dans ton coin. Ne gêne pas les importants amis d'Ethan. Cache l'uniforme. Mon pouce a plané au-dessus du verre fissuré. J'ai senti le bord tranchant de l'écran brisé s'enfoncer dans ma peau. J'ai appuyé assez fort pour laisser une marque profonde. J'ai verrouillé l'écran et j'ai jeté le morceau de plastique sur le siège passager. Je me suis glissé au volant, j'ai claqué la portière. Le lourd bruit sourd du métal m'a scellé à l'intérieur. J'ai appuyé mon front contre le cuir chaud et craquelé du volant. J'ai fermé les yeux, fixant l'espace sombre derrière mes paupières. L'odeur de la voiture de location s'est estompée. Soudain, je n'étais plus dans un parking de cimetière de l'Ohio. J'étais de retour dans la poussière. Il y a 3 ans, au Moyen-Orient. L'air dans le bunker était suffocant, épais de l'odeur de gazole, de sueur rance et de cordite. Les faibles lumières tactiques rouges projetaient de longues ombres sanglantes contre les murs en béton. J'étais assis sur une caisse de munitions, les mains couvertes de sable fin du désert, tenant un stylo. Je signais le formulaire d'autorisation pour transférer chaque centime de ma prime de risque directement sur le compte en banque de ma mère. Papa avait besoin que les factures d'hôpital soient payées. Cette même nuit, la sirène a hurlé, tirs entrants. Des obus de mortier ont martelé la terre au-dessus de nous. Les déflagrations ont fait vibrer mes dents et ont projeté de la poussière dans mes yeux. Nous avons tenu la ligne. J'ai survécu. L'argent a été crédité sur le compte le lendemain matin. Pas une seule fois au cours des 3 années qui ont suivi, ma mère ou ma sœur m'ont appelé pour demander si j'étais encore en vie. Elles ont pris l'argent du sang. Elles l'ont utilisé pour soutenir leur fausse royauté de banlieue. Et maintenant,
elle voulait que la Troufion qui avait tout payé reste dans son coin comme un chien errant. Mes yeux se sont rouverts brusquement. Le souvenir a disparu. Le poids lourd dans ma poitrine s'est évaporé, remplacé par une clarté froide et calculatrice. Je me suis redressé, les épaules carrées. J'ai plongé la main dans le compartiment caché de mon sac de sport sur le plancher. J'ai ignoré le téléphone civil. J'ai sorti un lourd appareil noir mat cryptage du Pentagone. Niveau de sécurité 6. Mes pouces ont bougé sur le clavier en frappe rapide et entraînée. Une ligne directe et intraçable vers mon officier de renseignement principal. Extraire tous les dossiers d'entreprise du cabinet d'avocats d'Ethan. Statut actuel du projet d'appel d'offres du département de la Défense 132. Envoyer immédiatement. Envoyer. J'ai remis l'appareil dans mon sac. J'ai enfoncé la clé dans le contact. Le moteur V8 a rugi, un grondement bas et guttural qui a secoué le châssis rouillé du SUV. J'ai passé la vitesse. Je suis sorti du parking en trombe, les pneus crachant du gravier. Je n'allais pas me cacher dans un coin. J'ai dirigé le lourd véhicule droit vers le lotissement sécurisé de Jasmine. Il voulait me traiter comme une Troufion. Très bien. La guerre civile venait d'ouvrir ses portes. J'ai poussé la lourde porte en chaîne. Le souffle de la climatisation centralisée m'a frappé en premier. Il transportait l'odeur âcre et envahissante de l'eau de Cologne Tom Ford et de la restauration de luxe. Il a étouffé la faible odeur d'encens funéraire et de terre de cimetière qui s'accrochait encore à mes bottes. La maison de Jasmine était immense. Plafond voûté, parquet poli si brillant qu'il ressemblait à du verre. Partout où je regardais, il y avait d'énormes arrangements d'orchidées blanches, des dizaines. On aurait dit une salle d'exposition de luxe, pas un mémorial. Ma famille déambulait en robe noire de créateur et en costumes italiens sur mesure. Ils tenaient des verres en cristal remplis de vin rouge foncé. Les glaçons s'entrechoquaient contre le verre. Des rires forts et faciles résonnaient contre les hauts murs. Ce n'était pas une veillée funèbre. C'était un événement de réseautage de country club. Un serveur en chemise blanche impeccable est passé, portant un plateau en argent. Il a croisé mon regard. Il a regardé mon uniforme bleu foncé, la bande rouge sans le long de ma jambe, les boutons en laiton. Il a cligné des yeux, a serré le plateau en argent contre sa poitrine, et a rapidement reculé comme si je portais une maladie infectieuse. Je suis passé devant lui. J'ai trouvé un coin vide près des grandes baies vitrées, à l'écart, exactement là où ma mère m'avait ordonné de me tenir. J'ai planté mes bottes à la largeur des épaules. J'ai joint mes mains derrière mon dos, les posant à plat à la base de ma colonne vertébrale. Au repos. J'ai serré la mâchoire. J'ai balayé la pièce du regard. Acquisition de cible. Mes yeux ont trouvé Jasmine. Elle se tenait au centre du salon, faisant la loi. 3 cadres en costume gris impeccable l'entouraient. Elle tenait un mouchoir en soie. Elle s'en tamponnait le coin des yeux. Ses yeux étaient complètement secs. C'était tellement dur, a dit Jasmine. Sa voix portait facilement par-dessus la douce musique de jazz qui jouait depuis les haut-parleurs cachés au plafond. Les nuits blanches. Je suis resté au chevet de papa pendant des semaines. J'ai dû engager des infirmières privées de ma propre poche juste pour m'assurer qu'il avait les meilleurs soins. Ethan et moi n'avons rien épargné. Elle a pris une longue gorgée de son vin. Les cadres ont hoché la tête. Ils avaient l'air profondément impressionnés. Elle jouait la parfaite fille riche et endeuillée. J'ai enfoncé mes ongles dans la chair de mes paumes. Pas un seul mot, pas une seule mention de l'argent du sang. 3 ans de ma prime de risque. Chaque centime que j'ai gagné en subissant des tirs de mortier dans le désert. L'argent que j'ai transféré depuis un bunker sombre pendant que le sol tremblait au-dessus de ma tête. Il est allé directement à l'hôpital, directement sur son compte. Elle a utilisé ma prime de combat pour acheter ses orchidées blanches. Elle a utilisé ma sueur pour acheter ce vin cher. Et maintenant, elle portait le mérite comme un insigne d'honneur brillant. Les muscles de mon cou se sont tendus comme des câbles d'acier. Une voix familière a percé le bruit de la fête. Le général de brigade Tom avance. Nous étions dans la chaleur brûlante de Fallujah quand il l'a dit. Écoute-moi, Lewis. Sa voix rauque résonnait dans ma mémoire. Dans le corps des marines, la loyauté s'écrit avec du sang. Là dehors, dans le monde civil, elle s'écrit sur le sable. Le premier coup de vent égoïste l'emportera.
Il avait raison. J'ai redressé les épaules. J'ai pointé les bouts de mes chaussures de cérémonie en cuir droit vers la lourde porte d'entrée en chêne. Je n'avais pas ma place ici. Ces gens vivaient dans un monde bâti sur des faux semblants et des cartes de crédit. Un monde de fausses larmes et de valeurs volées. Je vivais dans un monde de douille en laiton, de poussière et de vérités absolues. J'ai pris une lente et profonde inspiration par le nez. Je l'ai expirée. La colère brûlante s'est refroidie. Elle s'est transformée en glace. Qu'ils aient leur spectacle bon marché. Puis la foule s'est légèrement écartée. Quelqu'un est sorti du long couloir. Un vieil homme. Il ne cadrait pas avec la soie et les montres Rolex. Il portait un costume noir délavé et mal coupé. Le tissu avait l'air bon marché. Les épaules tombaient, mais sa posture était rigide. Épinglé à son revers gauche se trouvait un insigne d'ancien combattant en argent délavé. Le sergent-major Miller. Il a servi avec mon père pendant la première guerre du Golfe. Il était la seule personne dans tout ce quartier qui savait ce que la boue et la peur goûtaient vraiment. Miller a ignoré les serveurs. Il a ignoré les cadres. Il a commencé à marcher droit vers mon coin, ses lourdes chaussures noires éraflant le sol poli. En s'approchant, ses yeux se sont plissés. Il a regardé la veste de cérémonie bleue. Il a regardé au-delà du tissu sombre. Il a regardé les blocs colorés de rubans épinglés serrés au-dessus de ma poche de poitrine gauche. Ses yeux ont suivi le métal, l'étoile de bronze, le ruban d'action au combat, les citations d'unité. Il savait lire la carte de la vie d'un soldat. Puis son regard s'est déplacé vers le haut, vers l'aigle en argent épinglé à mon col. Miller s'est arrêté net à 1 mètre de distance. Les muscles de sa mâchoire ont tressailli. La couleur a quitté son visage buriné, puis est revenue en force. Ses mains se sont crispées en poings serrés à ses côtés. Il savait. Il savait exactement ce que cet aigle signifiait. Le sergent-major Miller s'est arrêté à exactement 1 mètre de moi. 1 mètre. La distance réglementaire, précise et ancrée. Il semblait complètement déplacé dans cet immense salon voûté. Autour de nous, l'air était épais de laine italienne sur mesure, de lourdes montres en or et d'une arrogance pure. Miller portait un costume noir délavé et démodé qui semblait avoir passé une décennie dans un placard rempli de naphtaline. Le tissu sombre était fin, les revers démodés, mais rien de tout cela n'importait. Ce qui importait, c'était sa façon de se tenir. Quand il m'a regardé, la lourde inclinaison de son âge avancé a disparu, sa colonne vertébrale s'est redressée en une ligne droite et rigide. Les fantômes de la guerre du Golfe se sont réveillés dans ses yeux. Il n'a pas regardé mon visage, pas au début. Ses yeux se sont fixés sur le côté gauche de ma poitrine. Pour les civils buvant du vin importé dans cette pièce, les blocs de tissu coloré épinglés à ma veste n'étaient que de simples décorations, de jolis petits carrés. Mais Miller savait les lire. Il a lu l'étoile de bronze. Il a lu le ruban d'action au combat. Il a vu les citations d'unité. Il lisait la carte violente et sanglante de mes 15 dernières années dans la poussière. Puis ses yeux ont remonté, au-delà des rubans, au-delà du tissu bleu foncé de l'uniforme. Son regard a heurté le col. Il a heurté le lourd aigle en argent épinglé à plat contre le tissu. Colonel. L'air entre nous semblait se transformer en béton. Les rires désinvoltes et odieux de la cuisine se sont estompés en un bruit de fond. Un respect absolu et inconditionnel a envahi le visage du vieil ancien combattant. Sa main droite a tressailli. Ses doigts se sont recroquevillés, effleurant la couture de son pantalon, puis se sont aplatis, vifs et tendus. Son coude a commencé à se plier. Il levait son bras, ici même, au milieu de cette veillée funèbre de banlieue en plastique. Il était sur le point d'exécuter un salut impeccable. Le plus grand honneur qu'un soldat puisse rendre à un officier commandant. Il n'en a jamais eu l'occasion. Une vague lourde et suffocante de vin rouge aigré de parfum cher s'est écrasée dans l'espace entre nous. Jasmine. Elle s'est matérialisée hors de la foule comme un mauvais vent. Elle s'est frayé un chemin à travers l'espace silencieux. Son coude pointu a heurté durement Miller sur le biceps. Elle a bousculé le vieil homme sans la moindre hésitation, le traitant comme un meuble bon marché qui bloquait son chemin. « Oh, monsieur Miller, vous n'avez pas besoin de prêter attention à Sophie », a dit Jasmine. Sa voix était stridente. Elle m'a écorché l'intérieur du crâne. Elle souriait, ses lèvres peintes d'un rouge brillant et sanglant, mais ses yeux étaient froids et morts. Elle s'est avancée directement dans mon espace personnel.
Elle m'a toisé de haut en bas, son regard balayant avec un dégoût pour les boutons en laiton de mon uniforme. Elle adore toujours se déguiser, a ricané Jasmine. Elle a pris une lente gorgée délibérée de son verre de vin en cristal, laissant une trace rouge et grasse sur le bord. Elle fait toujours toute une histoire avec ses petits costumes de soldat. Elle pense qu'elle fait quelque chose d'important. Je suppose que quand on n'a pas de vraie carrière dans le monde de l'entreprise ou un mari pour s'occuper de vous, il faut bien trouver un moyen de se sentir spécial. Les mots sont restés en suspens, lourds, toxiques. Elle se tenait dans une maison payée par le sang que j'ai versé dans le sable. Elle buvait du vin acheté avec ma prime de risque de combat. Et elle se tenait là, devant un public d'amis riches et privilégiés, se moquant de l'uniforme même qui tenait les loups à distance de sa porte. Miller s'est figé. L'oxygène a été complètement aspiré de la pièce. J'ai vu le sang monter rapidement dans son cou épais. Son visage buriné a pris une teinte rouge foncée et violente. Les veines de ses tempes ont commencé à pulser contre sa peau fine. Ses mains, pendant à ses côtés, se sont crispées en points blancs comme l'os. Le cuir sec de ses vieilles chaussures a grincé alors qu'il avançait son poids. Il a ouvert la bouche. Il a pris une inspiration sèche et saccadée. Il allait exploser. Je pouvais voir la mèche se consumer. Il allait la démolir, là, devant la nourriture traiteur et les orchidées blanches. Il allait crier la vérité sur l'aigle en argent. Il allait dire à toute cette pièce de parasite exactement à qui il s'adressait. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Je n'avais pas besoin d'un vieil homme pour mener mes batailles. Je n'avais pas besoin d'emprunter sa voix pour valider mon existence. Et je n'allais certainement pas le laisser perdre sa contenance militaire pour une femme qui ne savait même pas comment gagner son propre salaire. J'ai croisé le regard de Miller juste une fraction de seconde. Je lui ai lancé un regard dur et plat. J'ai exécuté un clignement tactique rapide. C'était un mouvement microscopique. Un léger hochement de tête. Halte. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre direct d'un officier commandant. Miller l'a compris. Sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai pu entendre ses dents claquer. Il a ravalé sa rage. Elle avait le goût de cendre chaude, mais il l'a ravalée. Il a fermé la bouche. Il a reculé lentement et délibérément, se remettant en ligne. Il a suivi mon ordre. Jasmine n'a rien remarqué. Elle n'avait aucune conscience de la situation. Elle a même cru que le recul de Miller était une victoire. Elle a cru qu'elle avait effrayé le vieil ancien combattant avec sa langue acérée. Elle a rejeté ses cheveux par-dessus son épaule dans un geste d'arrogance pure et sans phare. Elle a tourné la tête et a fait un clin d'œil à un groupe de cousins tenant des flûtes de champagne près de l'îlot de cuisine. Ils lui ont souri en retour. Ils pensaient que mon silence était de la faiblesse. Ils pensaient que j'étais un chien battu qui encaissait les coups parce que je savais que j'étais inférieur à eux. Laissez-les penser. Laissez-les creuser le trou aussi profondément que possible. La foule de costumes sombres et de robes en soie s'est soudainement déplacée. Les corps massifs se sont séparés en deux, dégageant un passage. Des semelles en cuir lourd ont claqué contre le sol en bois poli. Ethan, l'avocat d'affaires spécialisé en défense. Il a traversé l'espace avec un verre de pinot noir à moitié vide posé nonchalamment dans sa main droite. Son costume sur mesure a capté la lumière du plafond. Il s'est arrêté juste à côté de sa femme. Il a levé sa main libre et a remonté ses lunettes à monture dorée sur l'arête de son nez. Il a relevé le menton, me regardant de haut à travers les verres coûteux et sans trace. L'escarmouche était terminée. La vraie guerre venait d'entrer sur le champ de bataille. Ethan s'est arrêté juste devant moi. Il se tenait beaucoup trop près. Il a apporté l'odeur lourde et suffocante de la pommade capillaire coûteuse et des raisins fermentés directement dans mon espace personnel. Il portait un costume sur mesure, gris anthracite. Le tissu était impeccable, sans plis, sans poussière. C'était l'uniforme d'un homme qui n'avait jamais fait une seule journée de travail pénible de sa vie. Il tenait un verre de vin en cristal près de sa poitrine, ses ongles parfaitement manucurés tapotant un rythme insouciant contre le verre délicat. Il m'a regardé de haut. Il a regardé le tissu bleu pressé de mon uniforme. Il a regardé les rubans. Un petit sourire suffisant et a tiré le coin de sa bouche. Alors, Sophie, a dit Ethan. Sa voix était forte. Il a projeté ses mots à travers la pièce parce qu'il voulait un public. Qu'est-ce que tu fais exactement dans l'armée? Je veux dire, au quotidien. Je n'ai pas répondu.
J'ai gardé la mâchoire serrée. Mes mains sont restées fermement jointes derrière mon dos. Ethan a pris une longue gorgée théâtrale de son vin. Il a dégluti bruyamment. Tu conduis des camions de ravitaillement ou tu gères juste l'entrepôt? Distribuant des couvertures en laine et des Rangers au trophion. Quelques personnes à proximité ont ri. Le son a grincé contre mes tympans comme du papier de verre. Mes parents, des gens qui partageaient mon sang, se sont rapprochés, formant un demi-cercle lâche autour de nous. Ils ont croisé les bras. Ils ont incliné la tête. Ils voulaient un spectacle. Ils voulaient voir le riche avocat d'affaires remettre la militaire ratée à sa place. Jasmine s'est avancée juste à côté de son mari. Elle a glissé sa main sur son épaule sur mesure. Elle s'est penchée vers lui, sa robe en soie de créateur frôlant bruyamment son costume. Elle enseigne probablement aux nouvelles recrues comment nettoyer les toilettes, a dit Jasmine. Sa voix était aiguë et perçante. Elle portait facilement par-dessus la douce musique qui jouait dans le salon. Ne lui pose pas les questions difficiles, Ethan. C'est embarrassant. Si elle faisait vraiment quelque chose qui comptait, on aurait vu son visage aux nouvelles. Ethan a ri, un aboiement court et arrogant. Il a levé la main et a ajusté ses lunettes à monture dorée. Il a regardé autour de lui, établissant un contact visuel avec ses amis du monde des affaires, s'imprégnant de leur amusement. Ils se nourrissaient les uns des autres. Ils m'utilisaient comme un tremplin, un accessoire, quelque chose sur quoi marcher pour se sentir plus grand. Ils ont construit tout leur royaume de banlieue sur un faux prestige et se moquer de mon uniforme était leur tour de passe-passe préféré. J'ai déplacé mon regard au-delà d'Ethan, au-delà de Jasmine. Ma mère était assise sur un immense canapé en cuir blanc près de la cheminée en pierre. Elle tenait une tasse de café noir. Ses doigts étaient couverts de grosses bagues en or. Elle a entendu chaque mot. Elle a vu le cercle de personnes se moquer de moi. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas défendu sa propre chair et son propre sang. Au lieu de cela, elle a posé sa tasse de café sur la table en verre. La porcelaine a cliqueté sèchement contre le verre. Elle a poussé un long et lourd soupir. Le genre exact de soupir qu'on adresse à un enfant désobéissant et décevant. Sophie, je te l'ai dit 100 fois, a dit ma mère. Sa voix était plate, complètement vide de chaleur. Tu devrais vraiment apprendre une ou deux choses de ta sœur. Regarde la vie qu'elle s'est construite. Elle a fait un geste vague vers le plafond voûté, les orchidées blanches importées et les traiteurs coûteux qui parcouraient les couloirs. À ton âge, tu devrais te poser, a continué ma mère. Tu devrais trouver un bon travail tranquille dans un bureau, gagner de l'argent, acheter de belles choses. C'est tellement mieux que de courir dans la boue, de dormir dehors et de côtoyer une bande de soldats incultes et grossiers. Tu gâches ta vie pour rien. Pour rien. Il y a 3 ans, j'étais assise dans un bunker plongé dans le noir. Le sol tremblait si fort que mes dents claquaient dans mon crâne. J'ai signé le transfert de chaque centime de ma prime de risque de combat pour qu'elle puisse payer les factures d'hôpital, pour que mon père puisse mourir dans un lit propre au lieu d'une salle commune financée par le comté. Elle a pris l'argent. Elle l'a dépensé. Et maintenant, elle était assise sur un canapé en cuir blanc et qualifiait mon sacrifice de « rien ». C'était ça. Le dernier coup de poignard. Elle a complètement dépouillé de sa dignité l'uniforme que je portais. Elle se fichait des amis que j'ai enterrés dans le sable. Elle se fichait des tirs de mortier, des nuits blanches ou du sang que j'ai transpiré pour la maintenir dans son confort. Elle ne se souciait que des apparences. Je ne cadrais pas dans son parfait tableau de banlieue riche. Par conséquent, j'étais un déchet. L'air dans mes poumons s'est transformé en cendre. Le rythme régulier et discipliné de mon cœur s'est arrêté. Il s'est transformé en quelque chose de complètement différent, un battement lent, lourd et violent. J'ai senti le froid familier se répandre dans mes veines. Le même froid exact qui vous envahit juste avant d'appeler une frappe d'artillerie sur des coordonnées hostiles. La panique disparaît. L'émotion s'évanouit. Il ne reste que le calcul, le pur calcul mécanique pour détruire une cible. La patience était partie. La tolérance était partie. La ligne rouge avait été franchie. J'ai arrêté de regarder le sol. J'ai lentement relevé la tête. J'ai regardé droit dans les yeux d'Ethan. Je n'ai pas cligné des yeux. La fille polie et silencieuse a disparu. Le masque est tombé. Je lui ai lancé le regard des milliards. Le regard vide,
mort et creux d'une personne qui évalue la vie humaine à travers une lunette de sniper thermique. Le sourire narquois d'Ethan a vacillé d'une fraction de pouce. Une perle de sueur s'est soudainement formée à sa tempe. Ses doigts se sont resserrés sur la tige de son verre de vin en cristal. Il a senti la chute soudaine et massive de la pression atmosphérique. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais ses instincts de survie primitifs de civil se sont enfin réveillés. Il a réalisé qu'il se tenait dans la même cage qu'un prédateur. J'ai retiré mes mains de mon dos. Les lourds boutons en laiton de mes poignets se sont entrechoqués. J'ai laissé mes bras tomber le long de mon corps, mes poings desserrés. J'ai détendu mes épaules. J'ai quitté la position de repos. Le bruit désinvolte du salon semblait s'évaporer instantanément. La musique de jazz provenant des haut-parleurs semblait distante et étouffée. J'ai fait un pas lent et délibéré en avant, droit dans l'espace personnel d'Ethan. Le parquet n'a même pas grincé sous mes bottes. Un ouragan de catégorie 5 était sur le point d'arracher le toit de cette maison, et il n'avait même pas le bon sens de fuir. Je n'ai pas dit un seul mot. Je l'ai juste regardé. Le silence s'est étiré. Il est devenu lourd, inconfortable. Ethan s'attendait à ce que je me rétracte. Il s'attendait à ce que je regarde le sol poli, que je marmonne une rapide excuse et que je m'en aille. C'est ce que le bouc émissaire de la famille était censé faire. Jouer le rôle, encaisser les coups, maintenir la paix. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Je l'ai analysé. J'ai regardé au-delà du costume anthracite coûteux et de la lourde montre en or à son poignet. J'ai vu la goutte de vin rouge qui s'accumulait au coin de sa bouche. J'ai vu la pente douce et incontestée de sa mâchoire. Sa posture était lâche, faible. Il se tenait avec son poids entièrement déplacé sur son talon droit, laissant son centre de gravité complètement exposé. C'était un civil mou, un homme qui payait d'autres personnes pour tondre sa pelouse et laver sa voiture. Il n'avait jamais pris un vrai coup de sa vie. Il était fragile. Les faibles murmures dans le salon se sont tus. Les parents qui nous regardaient se sont déplacés nerveusement. La douce musique de jazz jouant depuis les haut-parleurs du plafond a soudain semblé beaucoup trop forte. Le sourire confiant d'Ethan a commencé à glisser un peu. Ses yeux ont dardé vers Jasmine une fraction de seconde, cherchant une validation. Il a serré la tige de son verre de vin. Ses jointures sont devenues blanches comme l'os. Il voulait que je brise le silence. Il avait besoin que je le brise parce qu'il ne savait pas comment gérer l'air mort. Les gens qui parlent pour gagner leur vie détestent toujours le silence. Ça les fait se sentir petits. J'ai finalement ouvert la bouche. J'ai gardé ma voix basse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas élevé le ton. Je l'ai baissé. Le ton était plat, creux et vibrait de la cadence lourde d'un tir de semonce. Oui, ai-je dit. La seule syllabe a tranché la pièce. Parfois, mon travail est exactement ça, ai-je continué. Chaque mot s'est enclenché comme une balle s'engageant dans une chambre. Parfois, mon travail consiste simplement à maintenir les loups assez loin pour que vous ayez le droit fondamental de vous asseoir dans cette pièce climatisée, de boire votre vin cher et de me juger. Les mots ont heurté le sol comme un poids mort. Personne n'a ri. Les rires moqueurs des cousins se sont complètement évaporés. L'air dans l'immense salon s'est transformé en glace. De l'autre côté de la pièce, j'ai entendu une inspiration brusque. Ma mère. Sa bouche était restée ouverte. Elle me fixait, complètement paralysée. Elle s'attendait à la fille silencieuse et obéissante. Elle s'attendait à la machine à billets silencieuse qui payait les factures d'hôpital depuis un bunker sombre. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un animal acculé se retourne et montre les dents. Ethan a senti le changement dans la pièce. Il a senti les yeux de ses partenaires d'affaires lui brûler la nuque. Son ego fragile a pris un coup public massif. Un homme qui basait toute son identité sur la domination des salles de conférence ne pouvait pas supporter de se faire remettre à sa place par une femme en uniforme. Pas dans sa propre maison, pas devant son public. Son visage s'est empourpré. Un rouge sombre ailé a grimpé le long de son cou épais et attaché ses joues. Il a fait un demi-pas soudain en avant, réduisant la distance. Il a essayé de reprendre le terrain. Il a planté sa main gauche sur sa hanche. Il a bombé le torse, mimant la domination. C'était la posture creuse et bon marché d'un tyran de bar. Il a pointé son verre de vin en cristal droit sur mon visage. Le liquide rouge foncé a violemment éclaboussé contre le bord délicat, menaçant de se renverser sur son revers sur mesure.
C'est quoi cette attitude, petite? A grogné Ethan. Il a baissé la voix. Il essayait d'avoir l'air dangereux. Il avait juste l'air désespéré. Tu crois que tu peux venir chez moi et me parler de haut? Tu crois que mettre un costume bleu bon marché fait de toi un héros? Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai regardé droit à travers le verre, droit à travers lui. Je sais exactement comment fonctionne le monde réel, a craché Ethan. Il a fait un autre pas, rapprochant son visage du mien. Je pouvais sentir les raisins fermentés et le café rassis sur son haleine. Je traite avec le département de la défense. Je m'assois dans des salles avec les plus grands, les vrais décideurs, pas les trophions. Il a ri, un son dur et grinçant qui a rebondi sur les hauts murs. Tu crois que ces petits rubans signifient quelque chose dans le monde réel? Ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que tu es, au juste? Un capitaine de bas étage? Un commandant de bureau? Il a incliné la tête. Un rictus cruel et moqueur a tordu son visage. Il cherchait, essayant de trouver le nerf exposé, essayant de trouver le mot exact qui me ferait craquer. Je parie que tu as pleuré et gratté à la porte juste pour obtenir un travail de bureau. Poussant des papiers, prétendant que tu comptes. Tu n'es qu'une parasite vivant au crochet du gouvernement. Jasmine a éclaté d'un rire aigu et moqueur. Elle a croisé les bras, me regardant avec un triomphe pur. Elle pensait que son mari était en train de m'enterrer. Elle pensait qu'il abattait les derniers murs de ma défense. Les cousins à l'arrière ont recommencé à sourire. L'ordre naturel de leur petit royaume de banlieue était en train d'être restauré. Le riche avocat écrasait la soldate issue de la classe ouvrière. C'est ainsi que le scénario était censé se dérouler. Je l'ai laissé finir. Je ne l'ai pas interrompu. On n'interrompt jamais un ennemi quand il est occupé à commettre une erreur fatale. J'ai observé la certitude absolue dans ses yeux. Il était si fier de lui. Il pensait vraiment qu'il détenait toutes les cartes. Il pensait qu'il était le prédateur alpha de la pièce. Il n'avait aucune idée qu'il venait de marcher les yeux bandés dans un champ de mine. Il a volontairement posé son propre coup sur le billot. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai agi. Les mots sont les armes fragiles des politiciens, des lâches et des avocats d'affaires. Je ne traite pas avec des mots. Je traite avec la force cinétique. Je traite avec la réalité absolue et indéniable. J'ai décollé mes épaules du mur. Je suis sorti de l'ombre du coin et je me suis mis au garde à vous. Le changement de posture n'était pas un mouvement civil désinvolte. C'était une exécution précise et exercée de la discipline militaire. La lourde laine pressée de mon uniforme de cérémonie s'est parfaitement ajustée à ma silhouette, créant une gravité invisible et soudaine qui a pesé sur toute la pièce. Les boutons en laiton poli de ma poitrine brillaient sous l'éclairage encastré coûteux du plafond voûté. Je portais des bottes de cérémonie à semelles de combat réglementaires. Elles me donnaient quelques centimètres de plus. Ethan n'était pas un homme grand, malgré son ego massif. Quand j'ai redressé complètement ma colonne vertébrale et verrouillé mes genoux, je l'ai regardé de haut. Je le dépassais d'une demi-tête. Mon ombre s'est étendue sur le parquet poli, grimpant sur le devant de son costume anthracite sur mesure. Elle l'a complètement englouti. La pression de l'air dans le salon s'est soudainement multipliée. L'oxygène est devenu lourd, épais, irrespirable. J'ai fixé mes yeux sur ses pupilles. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas changé de poids. Je lui ai lancé le même regard vide et creux que j'utilisais pour évaluer des coordonnées hostiles avant de demander l'artillerie lourde. C'est un regard qui dépouille de toute empathie humaine. Il évalue la viande et l'os qui se tiennent devant lui et calcule le moyen le plus efficace et le plus impitoyable de le réduire en cendres. Ethan l'a senti. Le sourire suffisant et arrogant a fondu de son visage. Les muscles de sa mâchoire se sont complètement relâchés. La partie primitive de son cerveau a reconnu qu'il venait de réveiller un prédateur endormi, et que le prédateur était maintenant complètement éveillé. À cette seconde précise, une vibration courte et sèche a frappé mes côtes. BZZZ. L'appareil crypté du Pentagone reposant dans ma poche de poitrine. Une seule impulsion. C'était le signal de confirmation de mon officier de renseignement principal. Les dossiers d'entreprise du cabinet d'avocats d'Ethan, y compris le statut complet de leur appel d'offres du département de la Défense, venaient d'atterrir sur mon bureau sécurisé. Le piège était officiellement tendu. La lourde lame d'acier de la guillotine était levée.
Tout ce que j'avais à faire était de la laisser tomber. J'ai ouvert la bouche. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'avais pas besoin de crier pour dominer l'espace. Colonel Sophie Lewis, ai-je dit. Les mots ont heurté le parquet comme des blocs de plomb solides. Lourd, écrasante, impitoyable. Le bruit ambiant de l'immense salon s'est complètement brisé. La douce et prétentieuse musique de jazz provenant des haut-parleurs cachés au plafond a soudain semblé étouffée et déformée. Le groupe de cousins qui riaient et pointaient du doigt quelques secondes plus tôt a physiquement reculé. Leurs yeux se sont écarquillés d'une terreur soudaine et saisissante. Une horreur absolue a envahi leur visage. Commandant de la force opérationnelle stratégique 132, ai-je terminé. Le silence qui a suivi était absolu. Il était assourdissant. Le titre n'était pas seulement une description de poste. C'était une arme de destruction massive dans leur monde de l'entreprise. Colonel à part entière. Un grade qui commande des milliers de marines. Un grade qui dicte le mouvement de groupes de combat entiers à travers les continents. Un grade qui détient un pouvoir absolu et incontestable sur la vie et la mort. Et plus important encore pour les parasites avides qui se trouvaient dans cette pièce, il détenait un pouvoir absolu sur l'argent. Près de la cheminée, j'ai entendu une inspiration brusque. Ma mère a laissé tomber sa soucoupe en porcelaine. Elle a cliqueté contre la table basse en verre. Jasmine était figée, la bouche légèrement ouverte, la moquerie cruelle complètement effacée de son visage lourdement maquillé. Je suis revenu à ma cible. J'ai observé la physiologie d'un homme s'effondrer complètement en temps réel. Le sang a quitté le visage d'Ethan si rapidement qu'il ressemblait à un cadavre frais. Le rouge foncé de sa colère arrogante a disparu, remplacé par un blanc maladif et translucide. Ses poumons ont oublié comment fonctionner. Il a ouvert la bouche, haletant, mais sa poitrine ne se soulevait pas. Sa respiration s'est transformée en court sifflement pathétique. Sa main droite a commencé à trembler violemment. La motricité fine de ses doigts l'a complètement abandonné. Le verre de vin en cristal a basculé dans sa faible prise. Il n'a même pas remarqué. Plusieurs grosses gouttes de pinot noir foncé se sont déversées sur le bord délicat. Elles ont éclaboussé directement le bout de ses chaussures en cuir poli et coûteuses. Les taches sombres ressemblaient exactement à du sang frais. J'ai regardé les rouages de son esprit grincer jusqu'à ce qu'ils fassent des étincelles et prennent feu. C'était un avocat spécialisé en contrat de défense. Il connaissait les acteurs. Il connaissait le terrain. Il savait exactement ce que ces mots signifiaient. Force opérationnelle stratégique 132. Ce n'était pas une unité militaire aléatoire. C'était le nom exact estampillé en encre noire grasse en haut de l'appel d'offres de défense de 500 millions d'euros que son cabinet poursuivait agressivement depuis 6 mois. C'était le contrat massif qui devait faire de lui un associé principal. C'était l'affaire autour de laquelle il avait construit toute son identité arrogante. Il avait supplié, soudoyé et saigné pour une seule signature d'approbation. Il venait de passer les 5 dernières minutes à se moquer publiquement de la carrière militaire de la personne même qui détenait un pouvoir de veto absolu sur toute son existence. Les genoux d'Ethan ont fléchi d'une fraction de pouce, mais je l'ai vu. Le costume sur mesure a soudain semblé 2 tailles trop grand pour sa silhouette qui rétrécissait. Il regardait le bourreau, et il a réalisé qu'il venait de me tendre la hache. J'ai incliné la tête, étudiant son visage pâle et en sueur avec une précision clinique et froide. Êtes-vous prêt à discuter de mon travail de bureau maintenant, Ethan? Ethan a reculé, son talon en cuir poli s'est accroché au bord du coûteux tapis persan. Il a trébuché. Ses genoux ont cédé, juste une fraction, mais assez. Il s'est rattrapé, mais le mal était fait. Son corps a réagi avant que son cerveau ne puisse traiter la réalité, l'instinct de survie primitif prenant le dessus sur la coquille de l'entreprise. Il a rapproché ses pieds, ses épaules se sont affaissées. C'était un civil, un homme qui facturait 800 € de l'heure pour argumenter dans des salles de conférences climatisées. Mais en ce moment, debout devant moi, son corps s'est plié en une imitation pathétique et brisée de la soumission militaire. Le verre de cristal dans sa main tremblait violemment. D'autres gouttes de vin rouge foncé ont débordé. Elles ont éclaboussé le sol. Elles ont imprégné le tapis coûteux, laissant une tache sombre et permanente. Il s'en fichait. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de mon visage. Il a ouvert la bouche. Sa mâchoire s'est agitée, mais aucun son n'en est sorti. Sa gorge était complètement sèche. Il ressemblait à un poisson jeté sur du béton chaud. Monsieur, madame.
Le mot s'est échappé de sa gorge. Il avait un son granuleux. C'était à peine un murmure, mais dans le silence de mort du salon, il a retenti comme un coup de feu. Je ne savais pas, a balbutié Ethan. Sa poitrine se soulevait rapidement. Il étouffait dans sa propre arrogance. Je ne savais pas que le commandant de la force opérationnelle était. Étiez-vous? Il a regardé les boutons en laiton de mon uniforme. Il a regardé les rubans. 10 minutes plus tôt, il appelait cela un costume bleu bon marché. Maintenant, ce même costume était le lourd coffre-fort en acier qui verrouillait son contrat de défense de 500 millions d'euros, toute sa carrière, sa voie rapide vers le poste d'associé principal, les fondations de cette immense maison et les voitures de sport en leasing garées dans l'allée. Tout reposait dans la paume de ma main, et il venait de passer l'après-midi à cracher dessus. Je n'ai pas bougé. J'ai gardé mes mains fermement jointes derrière mon dos. Je l'ai regardé se noyer dans sa propre création. Dans le coin, près de la cheminée en marbre, le silence s'est brisé. L'oncle Robert. Il glissait furieusement ses gros doigts sur l'écran d'un iPad. La lumière bleu vif se reflétait sur ses lunettes. Il s'est arrêté. Ses yeux se sont écarquillés. Il a levé les yeux de l'écran, me fixant comme si je venais de sortir d'une tombe. « Oh mon Dieu !» a soufflé Robert. Sa voix tremblait. Le communiqué de presse du département de la Défense de la semaine dernière. Elle vient d'être décorée. Elle dirige toute une division. Les mots ont parcouru la foule. On pouvait réellement voir le changement physique dans la pièce. Le troupeau de parents riches, les gens qui venaient de se moquer de moi, ont commencé à bouger. Ils ont reculé un par un. Ils ont créé un large cercle vide autour d'Ethan et Jasmine. Ils ont regardé le couple en or comme s'il portait soudainement une maladie très infectieuse. Dans leur monde, perdre de l'argent et perdre son statut était une maladie en phase terminale, et Ethan était infecté. Jasmine a senti le changement. Elle a regardé autour d'elle. Elle a vu son public de banlieue parfaite s'éloigner. La façade soigneusement construite de sa vie se fissurait en deux. Elle a paniqué. Elle a tendu la main et a attrapé Ethan par la manche de son costume sur mesure. Ses ongles manucurés se sont enfoncés dans la coûteuse laine grise. L'odeur sucrée et lourde de son parfum de créateur s'est mélangée à l'odeur aigre et métallique de la sueur nerveuse d'Ethan. L'épaisse couche de maquillage sur son visage commençait à baver sur les bords. « Ethan, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» a exigé Jasmine. Sa voix était stridente, désespérée. « Et alors si c'est un colonel ? Qu'est-ce qu'on en a à faire d'un communiqué de presse du département de la Défense ? Elle n'est toujours que Sophie. Elle ne porte qu'un uniforme. Ne la laisse pas te parler comme ça dans notre maison. » Elle n'avait aucune idée. Elle a vécu toute sa vie sur les réseaux sociaux et les cartes de crédit. Elle ne comprenait pas comment le pouvoir fonctionnait réellement. Elle pensait qu'elle pouvait simplement crier sur le problème jusqu'à ce qu'il disparaisse. Elle pensait qu'elle pouvait encore intimider la fille qui s'asseyait tranquillement à table. Elle a tiré à nouveau sur son bras. Ethan a craqué. Il s'est retourné. Le mouvement violent a arraché sa manche de sa prise. La lourde montre en or à son poignet a brillé sous les lumières. Les grosses veines de son cou ont sailli, se détachant sur sa peau pâle et en sueur. La terreur dans sa poitrine s'est immédiatement transformée en une rage aveugle et explosive. « Ferme-la, Jasmine » a-t-il rugi. Il se fichait de qui regardait. Il se fichait des traiteurs ou des partenaires d'affaires. Il a déchargé chaque once de sa peur directement sur sa femme. Le volume de sa voix l'a frappé comme une gifle physique. Jasmine a tressailli violemment. Elle a laissé tomber son verre de vin. Il a heurté le parquet et s'est brisé en une douzaine de morceaux déchiquetés. Elle est restée immobile. Sa lèvre inférieure tremblait de manière incontrôlable. Le tissu en soie de sa robe de créateur a bruissé alors qu'elle frissonnait. La fermeture éclair à l'arrière de la robe a émis un faible grincement serré. Ses yeux ont parcouru la pièce. Elle a cherché quelqu'un pour intervenir. Elle a regardé le canapé en cuir blanc, cherchant notre mère pour la défendre. Mais notre mère était juste assise là, fixant le sol, serrant sa tasse de café froid. Elle a cherché les cousins pour la réconforter. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Ils ont juste regardé. Le trône était détruit. La reine incontestée de la famille venait d'être publiquement humiliée et écrasée par l'homme même qui lui avait acheté la couronne. Je suis resté parfaitement immobile.
Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste regardé. J'ai regardé cette famille parfaite et sans faille se retourner les uns contre les autres comme une meute de chiens affamés se battant pour un morceau de viande. Ils ne s'aimaient pas. Ils ne l'avaient jamais fait. Ils n'aimaient que le confort de leur illusion. Et à la seconde où un pouvoir réel et indéniable est entré dans la pièce, l'illusion s'est brisée en 1 million de morceaux. Si vous avez déjà ressenti de la satisfaction en voyant votre tyran exposé par la vérité, cliquez sur j'aime sur cette vidéo, laissez un commentaire disant « Karma » si vous croyez que l'arrogance ignorante paie toujours un lourd tribut. Le lourd canapé en cuir blanc a gémi. Ma mère a perdu l'équilibre et a trébuché en avant. Elle s'est rattrapée au bord de la table basse en verre. La tasse en porcelaine qu'elle avait laissée tomber plus tôt a cliqueté sèchement contre le verre épais. Elle s'est redressée. Elle a tendu les 2 mains vers moi. Ses doigts tremblaient si violemment que les lourdes bagues en or à ses jointures s'entrechoquaient. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient grands, paniqués et interrogateurs. Mais elle ne regardait pas sa fille. Elle regardait un énorme contrat de défense. Elle regardait un pouvoir pur et non filtré. Elle a réalisé qu'elle venait de traiter une mine d'or comme un chien errant, et elle était désespérée de la récupérer. « Sophie » a murmuré ma mère. Sa voix s'est brisée. Elle a cligné rapidement des yeux, essayant de forcer une larme à la surface, mais ses yeux sont restés complètement secs. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Si j'avais su que tu occupais un tel poste, si j'avais su que tu commandais des gens, j'aurais. » Vous auriez quoi, les jeux coupés? Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. Le salon était si silencieux que ma voix plate et vide a porté jusqu'au moindre recoin. Vous m'auriez laissé me tenir près du cercueil au cimetière? Vous auriez laissé vos amis du country club voir mon uniforme sans vous sentir embarrassé? Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Elle a ouvert la bouche, mais l'excuse est morte dans sa gorge sèche. Une famille qui ne montre de l'amour que lorsqu'un membre fait l'étalage de sa richesse et de son pouvoir n'est pas une famille, ai-je dit. Mes mots sont tombés comme des pierres lourdes. C'est une transaction commerciale, et votre compte est complètement vide. Les mots l'ont frappée en pleine poitrine. Ses genoux ont fléchi. Elle est tombée en arrière, s'effondrant lourdement sur le coussin en cuir blanc. Elle a fixé le sol d'un air absent. Ses mains sont tombées mollement sur ses genoux. Elle n'avait plus rien à vendre. J'ai déplacé mon regard. J'ai trouvé Jasmine. Ma sœur était adossée contre le bord de la lourde table à manger en chaîne. Elle essayait de se faire toute petite, de se rendre invisible. La reine de banlieue bruyante et arrogante d'il y a 10 minutes avait complètement disparu. Elle serrait son ventre, respirant par courtes inspirations paniquées. La soie lourde et coûteuse de sa robe de créateur bruissait bruyamment dans la pièce silencieuse. J'ai marché vers elle, lentement, délibérément. Les épaisses semelles en caoutchouc de mes bottes militaires ont absorbé le son de mes pas, mais elle m'a regardé approcher comme si j'étais un peloton d'exécution. Je me suis arrêté à exactement 60 cm d'elle. J'ai envahi son espace. L'odeur âcre de sa peur a percé à travers son parfum floral coûteux. Elle m'a regardé. Le mascara noir épais sur ses cils coulait déjà sur ses joues, se mélangeant à une couche de sueur froide. Tu as construit tout ce château de cartes sur mon sang, ai-je dit. J'ai gardé ma voix basse, la forçant à se pencher pour écouter les termes de sa propre exécution. Tu as pris ma prime de risque? L'argent de combat que j'ai gagné assise dans la poussière pendant que des obus de mortier rasaient les bunkers en béton autour de moi. Tu as pris chaque centime pour payer les factures d'hôpital de papa. Puis tu en as pris le crédit. Tu t'es pavané en racontant à tout le monde combien d'argent tu as dépensé. Tu as joué la parfaite fille riche et dévouée. Jasmine a secoué la tête violemment. Non, Sophie, s'il te plaît. Tu as regardé cet uniforme aujourd'hui et tu as ressenti du dégoût, ai-je continué, ignorant ses supplications pathétiques. Tu t'en es moqué parce que tu pensais que cela signifiait que j'étais pauvre. Tu pensais que j'étais un échec parce que je ne travaille pas dans un bureau en verre. Tu passes toute ta vie à mendier l'attention de gens qui se fichent même que tu respires. Tu n'existes que grâce à des apparences. Bon marché et des likes sur les réseaux sociaux. Je me suis penché en avant d'1 pouce. Les boutons en laiton poli de mon uniforme ont capté la lumière du plafond. Je me fiche des apparences, ai-je murmuré, m'assurant qu'elle entendait chaque syllabe. C'est moi qui décide qui continue à vivre. La frappe chirurgicale a atterri.
La fragile et fausse réalité qu'elle s'était construite s'est brisée en poussière. Ses genoux ont heurté le tapis perçant coûteux avec un bruit sourd. Elle a enroulé ses bras autour de sa tête, a enfoui son visage dans ses genoux et a commencé à pleurer. Ce n'étaient pas les pleurs délicats et polis qu'elle utilisait aux funérailles pour obtenir de la sympathie. C'était un sanglot guttural et laid, le son brut d'une humiliation pure et absolue. Ses épaules se soulevaient violemment sous la soie noire. Elle haletait, s'étouffant dans sa propre salive. La fermeture éclair à l'arrière de sa robe s'est tendue et a grincé alors qu'elle se recroquevillait en une boule serrée et misérable sur le sol. Elle attendait que quelqu'un l'aide. Elle attendait qu'Ethan se penche et la relève. Il n'a pas bougé. Il était trop occupé à fixer la tache de vin sombre sur ses chaussures en cuir, paralysé par son propre avenir ruiné. Elle a attendu ses riches cousins. Elle a attendu les partenaires d'affaires. Personne n'a fait un pas en avant. Personne n'a dit un mot. Ils l'ont juste regardé craquer. La foule l'avait complètement abandonné. Dans leur monde, la faiblesse est une maladie, et ils ne voulaient pas l'attraper. Je me suis tenu au-dessus d'elle. Je n'ai absolument rien ressenti. Pas de pitié, pas de colère, pas de chagrin, juste la satisfaction froide et nette de voir un parasite se détacher enfin de son hôte. Le poids lourd et suffocant que j'avais porté pendant des années s'est simplement évaporé. Je leur ai tourné le dos. J'ai tourné le dos au canapé en cuir blanc, à la femme en larmes sur le tapis et à l'avocat d'affaires en sueur. J'ai regardé à travers l'espace vide qu'ils avaient créé au centre de la pièce. Mes yeux ont trouvé le costume noir délavé et l'insigne d'ancien combattant en argent. Ethan s'est débattu. Il s'est littéralement débattu. Il s'est relevé du tapis perçant coûteux, ses chaussures en cuir poli glissant sur la flaque sombre et humide de vin renversé. Il s'est jeté sur mon chemin, abandonnant complètement le misérable lambeau de dignité professionnelle qui lui restait. Il a levé les deux mains, pressant ses paumes douces et manucurées l'une contre l'autre juste devant sa poitrine. Il ressemblait exactement à un homme implorant un sursis d'exécution devant un peloton d'exécution. « Colonel » a haleté Ethan. La voix arrogante et tonitruante d'il y a 10 minutes était complètement éteinte. Il ressemblait à un enfant paniqué et essoufflé. « S'il vous plaît, ce contrat de défense, c'est la bouée de sauvetage de mon cabinet. Nous avons tout mis en jeu. Si nous perdons cet appel d'offres, je perds l'entreprise. Je perds la maison. Vous ne pouvez pas juste. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas changé de rythme. J'ai continué à avancer. Je suis passé juste à côté de lui, le forçant à trébucher en arrière et sur le côté juste pour éviter que son costume coûteux ne soit piétiné par mes bottes de combat. J'ai regardé à travers lui. Ce n'était plus un être humain. C'était juste un déchet soufflé par le vent sur une autoroute sale. On ne s'arrête pas pour discuter avec des déchets. On ne négocie pas avec un parasite. On passe juste par-dessus et on continue d'avancer. Son sort était déjà scellé dans le béton. Je le savais. Il le savait. Ma signature ne toucherait jamais ses papiers. Un homme qui plie et supplie à la seconde où il fait face à une vraie pression n'a absolument rien à faire avec les actifs militaires du gouvernement. Je l'ai laissé là, s'étouffant dans l'air climatisé vicié, ses mains toujours jointes dans une prière inutile et vide. J'ai fixé la lourde porte d'entrée en chaîne. Il était temps de quitter ce cimetière de faux sourires et d'argent emprunté. Puis la foule de parents silencieux et terrifiés s'est déplacée. Ils se sont séparés, se recroquevillant contre les murs et les meubles coûteux. Ils ne voulaient être nulle part près du centre de la pièce. Un vieil homme est entré dans l'espace vide. Le sergent-major Miller. Il ne ressemblait pas au vieil homme fatigué qui était entré dans cette maison une heure plus tôt. La lourde inclinaison vaincue de ses épaules avait disparu. L'arthrite dans ses articulations semblait complètement s'évanouir, remplacée par la pure force de la volonté. Il a redressé sa colonne vertébrale en une ligne parfaitement droite et rigide. Il a traversé la pièce, ignorant complètement la femme en sanglots recroquevillée sur le sol et l'avocat ruiné serrant sa propre poitrine. Il s'est arrêté net à exactement 3 pas devant moi. Nous nous sommes tenus là, 2 soldats, 2 générations de guerre entièrement différentes, entourés d'une pièce pleine de parasites vides et creux qui n'avaient jamais saigné pour une seule chose de leur vie. Le tissu noir délavé de son costume bon marché et démodé contrastait de manière vive et discordante avec la laine bleue foncée et impeccable de mon uniforme. Mais à ce moment précis, nous étions les 2 seules personnes réelles dans le bâtiment. Miller a changé de poids. Boum.
Le talon en cuir dur de sa chaussure droite a claqué contre le parquet poli. Le son a fendu le silence de mort du salon comme un coup de fusil. Son bras droit s'est levé brusquement. Le mouvement était sec, violent, forgé par des décennies de mémoire musculaire, gravé dans ses os sur de l'asphalte noir et du sable brûlant. Sa main a fendu l'air avec un léger sifflement audible. Ses doigts se sont verrouillés parfaitement droits, les pouces rentrés. Le bout de son majeur reposait à une fraction de pouce du bord de son sourcil droit. Un salut impeccable du corps des marines. Il ne regardait pas les rubans sur ma poitrine. Il ne regardait pas l'aigle en argent épinglé à mon col. Il regardait directement dans mes yeux. Il offrait le plus haut niveau de respect qu'un soldat puisse donner. Il validait chaque goutte de sang, chaque nuit glaciale dans la poussière, et chaque morceau de mon âme que j'ai laissé enterrer dans le désert. Honneur de vous accueillir à la maison, colonel, a dit Miller. Sa voix était profonde, graveleuse. Elle a roulé de sa poitrine comme une vague de tonnerre résonnant contre les hauts plafonds voûtés. Elle a complètement noyé les sanglots pathétiques et humides de Jasmine sur le sol. C'était une voix faite pour crier des ordres par-dessus le hurlement assourdissant des tirs de mortier entrants. Je me suis arrêté. J'ai planté fermement mes bottes contre le sol. J'ai ramené mes épaules en arrière. J'ai bombé le torse, laissant les lourds boutons en laiton de ma veste capter la vive lumière du plafond. J'ai levé mon bras droit, plus lentement que le sien, mais tout aussi sec, tout aussi précis. J'ai porté ma main à mon front et j'ai rendu le salut. Je l'ai maintenu là. Le contraste dans la pièce était brutal, absolument impitoyable. Mes propres parents de sang étaient complètement brisés. Ma sœur était recroquevillée en une boule de larmes misérables sur un tapis coûteux, pleurant son statut social brisé. Ma mère était affalée sur un canapé en cuir blanc, paralysée par la perte de son levier financier. Mon beau-frère était couvert de vin renversé, hyperventilant dans le coin. Ils partageaient mon ADN, mais ils étaient des étrangers absolus. C'étaient des lâches. La seule personne dans tout ce quartier qui me voyait vraiment, qui comprenait vraiment le poids lourd de l'uniforme sur mon dos, était un vieil homme sans aucun lien de sang avec moi. Il ne m'a jamais demandé un centime. Il ne m'a jamais demandé une faveur. Il a juste offert un respect absolu et inébranlable. J'ai baissé la main. J'ai ramené vivement mon bras le long de mon corps, le tissu se tendant sur mon dos. J'ai regardé le vieil ancien combattant. Pour la première fois depuis que j'ai quitté cet avion, les muscles tendus et froids de mon visage se sont enfin détendus. Le lourd bloc de glace dans ma poitrine s'est fissuré en deux. Je lui ai souri. Juste un petit sourire tranquille, un accord silencieux et tacite entre deux personnes qui savaient vraiment ce que signifiait survivre au feu. Miller a fait un seul signe de tête ferme. J'ai effacé le sourire de mon visage. La glace est revenue. J'ai tourné le dos au décombre. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai pas regardé ma sœur. J'ai marché droit vers la lourde porte en chêne. J'ai tendu la main et j'ai enroulé ma main autour de la poignée en laiton froid. J'ai poussé la lourde porte en chêne. Elle s'est ouverte en grand, les charnières en laiton gémissant bruyamment dans la nuit silencieuse. L'air vif et glacial du soir m'a frappé le visage comme un coup physique. Il était pur. Il s'est engouffré devant moi dans le vestibule, déchirant violemment le nuage vicié et suffocant du parfum floral coûteux de jasmine et de la sueur aigre et nerveuse d'Ethan. Je n'ai pas fait de pause. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai franchi le seuil et j'ai laissé l'immense porte se refermer derrière moi. Le bruit sourd a secoué le cadre de la porte. Il a résonné sur l'extérieur en briques. Un point final en béton à la fin d'une très longue et très laide phrase. J'ai descendu la longue allée. Le gravier concassé crissait bruyamment sous les épaisses semelles en caoutchouc de mes bottes de combat. Un rythme régulier et discipliné. Crunch, crunch, crunch. À l'intérieur de cet immense manoir de banlieue hors de prix, un faux empire brûlait. Je pouvais encore entendre les faibles sons étouffés qui s'échappaient par les épaisses fenêtres en verre. Ethan était probablement encore en train d'hyperventiler sur le tapis perçant, fixant la tache de vin sombre sur ses chaussures coûteuses. Jasmine pleurait probablement encore dans sa robe en soie, pleurant la mort soudaine de son statut social. Ma mère était assise sur le canapé en cuir blanc, paralysée, calculant exactement combien de leviers elle venait de jeter à la poubelle. Je m'en fichais. C'étaient des fantômes. C'était du bruit de fond. Il n'existait plus sur ma grille. J'ai atteint le bout de l'allée. Mon SUV noir mat était garé sous la faible lueur vacillante d'un lampadaire.
Le camion était couvert d'une fine couche de poussière de l'autoroute, un contraste saisissant avec les voitures de sport de luxe en leasing parfaitement propres garées dans l'allée derrière moi. Le métal froid de la poignée de porte était solide et réel dans ma main. Au fond de ma poche de poitrine, mon téléphone a vibré. 2 courtes et vives secousses. Je l'ai sorti. L'écran lumineux a fendu l'obscurité, illuminant les boutons en laiton de ma poitrine. C'était un SMS sécurisé de mon aide de camp principal au Pentagone. Dossier de contrat de défense pour le cabinet 132 préparé. Le comité tactique attend votre ordre d'annulation dès demain matin. Je fixais le texte vert lumineux. 500 millions d'euros. Tout un héritage d'entreprise. Une vie d'arrogance prête à être complètement effacée de la carte d'un seul trait de plume. J'ai tapoté l'écran avec mon pouce. 2 mots, bien reçus. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. J'ai ouvert la lourde portière côté conducteur. Avant de monter, j'ai levé la main et j'ai soigneusement retiré ma casquette blanche. Je l'ai tenue à 2 mains, respectant le lourd emblème en laiton épinglé à l'avant, et je l'ai posée délicatement sur le siège passager. Cette banlieue vide et superficielle n'était pas ma maison. Elle ne l'avait jamais été. La ligne de front était ma maison. Les gens qui ont vraiment saigné à mes côtés dans la poussière étaient ma vraie famille. Je me suis glissé derrière le volant. Le cuir froid a légèrement craqué sous mon poids. J'ai enfoncé la clé en acier dans le contact et je l'ai tournée brusquement. Le lourd moteur V8 a démarré instantanément. Il a laissé échapper un profond rugissement guttural qui a fait vibrer la petite monnaie dans la console centrale. La lourde vibration mécanique a remonté la colonne de direction et directement dans mes os. Elle m'a ancré. Elle m'a rappelé le grondement des transports blindés traversant le désert. Les lumières du tableau de bord se sont allumées, projetant une lueur tactique rouge et crue dans la cabine sombre. La radio s'est allumée automatiquement. Une station AM diffusant tard dans la nuit. Des grésillements ont violemment sifflé dans les haut-parleurs pendant quelques secondes avant qu'une voix basse et stable ne perce le bruit blanc. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Psaume 23, verset 4. Le présentateur parlait lentement, délibérément, il laissait les lourds mots anciens flotter dans l'air glacial à l'intérieur du camion. Je ne crains aucun mal. J'ai saisi le volant. Le cuir épais était rugueux contre les callosités de mes paumes. J'ai regardé dans le rétroviseur. Je pouvais voir la silhouette massive et sombre de la maison au loin. Ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient me briser. Ils pensaient que leur silence, leurs insultes bon marché et leur fausse supériorité pouvaient m'enterrer. Ils pensaient qu'ils pouvaient me laisser seul dans le noir. Un sourire lent et froid a tiré le coin de ma bouche. Ils ont oublié une règle fondamentale de la guerre. On ne peut pas utiliser l'obscurité pour menacer une personne qui la possède déjà. J'ai baissé le levier de vitesse, la lourde transmission s'est verrouillée en position de conduite avec un bruit sourd. J'ai appuyé ma lourde botte sur l'accélérateur. Le SUV a bondi en avant, les pneus épais mordant durement l'asphalte froid. Les 2 faisceaux des phares se sont allumés, fendant violemment la nuit noire en deux. La lumière blanche et vive a tracé un chemin clair et droit sur la route de banlieue déserte. J'ai survécu aux tirs de mortier au Moyen-Orient. J'ai survécu aux nuits glaciales dans les bunkers en béton. Et ce soir, j'ai finalement incendié le champ de bataille le plus vicieux et le plus impitoyable de tous, les liens du sang. Les chaînes avaient complètement disparu. Le lourd fardeau suffocant d'être le bouc émissaire de la famille s'est simplement évaporé dans les gaz d'échappement derrière mon camion. Demain matin, je me réveillerai, je mettrai mon uniforme et je mettrai fin à la carrière d'un avocat corrompu. Personne ne pouvait plus m'épuiser. Personne ne pouvait me juger. J'étais un fantôme pour eux et ils étaient morts pour moi. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur. Le V8 a rugi plus fort, noyant le passé, noyant les faux sourires, noyant chaque misérable souvenir de cette maison. J'ai roulé droit dans la nuit noire. J'étais enfin, indéniablement, libre. La punition la plus impitoyable pour les personnes toxiques est de vivre une vie formidable qu'elles ne pourront jamais atteindre. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne dès aujourd'hui. Laissez un commentaire disant « Liberté ».